Alors, dans cette vidéo, je vais essayer du mieux que je peux de vous transmettre mes connaissances sur comment, quotidiennement, en day trading, je fais l'analyse technique. Donc, comment est-ce que j'analyse le marché, comment est-ce que je trouve des billets, comment est-ce que je fais, quel est mon process derrière. Cette vidéo va être éducative. Au fait, tout ce que je vais vous apprendre ici devrait être payant. Alors, moi, ce que je vous demande, c'est de faire uniquement des choses. Un, vous abonner à cette chaîne si c'est maintenant que vous me découvrez. Et la deuxième chose, c'est de lâcher un pouce bleu. Parce que si vous mettez un pouce bleu, ça permettra à l'algorithme YouTube de, de voir si cette vidéo est une vidéo de qualité et de les recommander à plus de monde. Franchement, c'est ce que je veux. Et si, je ne vous dis pas de mettre les likes, like maintenant. Donc si par exemple, dans le temps, vous vous rendez compte que les contenus que je vous partage sont des contenus de qualité, chose que j'essaie sont des contenus de qualité parce que c'est plusieurs années d'expérience derrière, vous mettrez un like plus tard. Vous n'êtes pas obligé de les mettre maintenant. Et mettre même un commentaire, dire merci pour la vidéo, pour m'encourager à faire d'autres vidéos de ces genres, parce que si vous les adorez, on va le faire. Donc je compte créer une série de vidéos que je vais appeler Réussir ensemble et maintenant. Donc ça sera des vidéos toutes les semaines où je vous fais une analyse, en fait que vous puissiez apprendre un peu comment est-ce que j'ai fait, quel est le processus, quels sont les cheminements que vous devez faire de façon répétitive pour avoir des résultats vous aussi. Alors, sans plus tarder, on va attaquer le marché. Donc, première chose, c'est que vous devez savoir que dans la plupart des salles des marchés, le trading est effectué en équipe de 4 profils. Il y a un analyste, il y a un stratège, il y a un risk manager et un trader. Ces 4 personnes accompagnent les traders. La plupart des personnes pensent que le trading c'est acheter et vendre, et uniquement c'est ça, oui, le trading c'est acheter et vendre, mais c'est pas uniquement ça, parce que l'analyste ne prend pas de position, un stratège lui non plus, un risk manager lui non plus. Mais ces personnes, dans différentes institutions, dans les différents prop traders, ils vont être accompagnés par ces trois profils, ces trois autres profils. Hein. Donc il y a les traders, les techniciens qui vont prendre des positions, il y a l'analyste qui va analyser le marché dans leur globalité, il y a les stratèges qui vont élaborer différentes stratégies, et il y a les traders qui vont maintenant essayer de boxer les courbes. Donc si vous sautez à chaque fois sur, sur le marché et commencez à boxer les courbes, vous en mettez un gros processus, les 80% du taf du trading. Ok. Alors, ce que je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo, vous allez vous en rendre compte. Donc, alors, tout d'abord, je vais vous présenter un outil que j'utilise personnellement pour que mon processus d'analyse, mon processus stratégique soit la même. Cet outil, je l'ai appelé matrice des décisions. Je vais vous montrer tout ça, donc c'est en fiche Excel. Hein. Je vais vous montrer. Alors là, on est devant un autre outil, hein, l'outil matrice des décisions, qui va donc regrouper l'outil qu'on va appeler check tendance du spéculateur 2.0. Puis, il y aura aussi l'outil checklist analyse. Hein. Donc, checklist analyse, c'est un outil que j'ai créé qui va me permettre de faire uniquement le même processus. Parce que vous devez savoir que la réussite en trading, c'est dans la régularité. Si vous avez un processus que vous répétez jour après jour, une fois que c'est devenu une habitude, vous allez être performant voilà, dans ce processus. Et c'est la même chose en trading. Donc pour devenir un expert, il faut se spécialiser, puis faire des choses de façon régulière. La notion de régularité est importante pour réussir. Parce que les gens qui réussissent, ce sont les spécialistes. Les gens qui ne réussissent pas, ce sont les généralistes. Parce que c'est que, bon, je ne dis pas que vous n'allez pas réussir en tant que généraliste, mais ça va vous demander beaucoup plus de temps que si vous spécialisez. Alors, dans mon processus d'analyse, parce que voilà, il faut commencer par être un analyste, puis passer au stratège et ensuite passer au trader. Et tout ça, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer tout ça ici. Comment est-ce que je passe d'analyste, puis je passe au stratège et enfin je passe au trader. Parce que, comme pour le pro, on n'est pas entouré. On est trader privé, on est trader indépendant dans notre coin, dans notre coin, celle dans notre bureau. Et on est obligé d'incarner l'analyste, les stratèges et les techniciens, donc les traders. Alors, ce que je vais essayer de vous transmettre ici. Alors, la première chose que j'ai fait, je regarde les calendriers économiques. Je regarde les calendriers économiques, pourquoi? Parce que pour regarder où est-ce que les bons trades vont se situer, quelle sera la volatilité de la journée. Par exemple, si on est si on est pendant une journée des banques holiday, ça va être une journée moins volatile. Si on est dans une journée, par exemple, fériée, ça va être une journée moins volatile. Il faut toujours savoir tout ça. Ça m'aide à placer un peu mon trade ou mon trading dans les contextes actuels. Et à part ça, je ne dis pas que j'analyse ça à fond, j'analyse un peu les contextes fondamentaux. Hein. Qu'est-ce que les analystes et les traders prévoient sur la devise que je vais travailler? Est-ce qu'ils prévoient que ça va monter? Est-ce qu'ils prévoient que ça va baisser? C'est que, bon, les day trading, les court terme, tu n'es pas obligé d'être un expert en analyse fondamentale. Dans l'analyse fondamentale, ça prend beaucoup de temps à développer. Et nous,
En tant que trader, chose qui va aller beaucoup plus vite, c'est la technique. C'est pour cette raison que j'adore la technique que les fondamentales. Attention, la pondération entre l'analyse fondamentale, l'analyse comportementale et l'analyse fondamentale doit être pondérée dépendamment de chacun et dépendamment de son profil. Une personne qui fait du swing trading ou du position trading ou de l'investissement, l'analyse fondamentale est très importante. Mais une personne qui fait du day trading ou du scalping, l'analyse fondamentale n'a pas beaucoup de pondération, n'a pas beaucoup d'importance en quelque sorte. Mais quand même, il faut un peu en faire. Il faut essayer de regarder un peu le calendrier économique, essayer de regarder les avis des analystes qui se croient être des experts. Et avec ça, essayer de trouver un contexte fondamental dans lequel votre trade sera placé. Alors, je trouve un contexte fondamental, soit haussier, soit baissier, voire même neutre. Une fois que je l'ai fait, je coche ici la petite case. Voilà, parce que d'habitude, la case n'est pas cochée, donc je coche la petite case une fois que je l'ai fait. Puis, je commence maintenant à analyser le marché. J'analyse donc 5 éléments. Les phases, les différentes phases des marchés qu'on va voir avec vous. J'analyse les niveaux du support, les niveaux des résistances. Ok. J'analyse aussi les indicateurs, notamment le RSI et la moyenne mobile. Donc c'est une approche qui est simple, c'est pas une approche compliquée, une approche que vous pouvez apprendre le plus vite possible. Et c'est peut-être raison que j'adore ça, parce que apprendre les price action à des débutants, c'est difficile, parce que ils vont essayer de s'imaginer de scénarios, ils vont traîner sur feeling, mais avec une approche plutôt concrète, une approche plutôt simple, vous avez donc la possibilité de bien trouver le bon niveau, de bien trouver les niveaux qui sont pertinents et mettre les probabilités de votre côté. Parce que le but de l'analyste, c'est de trouver d'élaborer des scénarios, trouver un bien et regarder où est-ce que le marché a plus de probabilités d'aller. Alors nous, en termes de techniques d'analyse, parce qu'il y en a plusieurs, aujourd'hui, vous pouvez attendre sur les... Donc, parce que chaque 5 ans, il y a une nouvelle technique d'analyse qui arrive, qui devient très populaire, et puis ça s'effondre, etc., etc. Mais nous, moi, ce que j'utilise personnellement, c'est la théorie d'eau. Donc, j'utilise la théorie d'eau. C'est ça, la technique d'analyse que j'utilise. Donc, si vous voulez faire comme moi, apprenez tout ce qu'il y a à savoir sur la théorie d'eau. J'utilise aussi la visio binaire, donc quelque chose que vous ne trouverez pas sur YouTube, parce que c'est une approche que j'ai créée moi-même. Les niveaux de support et résistance, bon, les niveaux de support et résistance, mais pas comme tout le monde, vous allez vous rendre compte dans quelques minutes, les différentes phases des marchés. Voilà. Comment est-ce que je les utilise? Je vais tout vous montrer. Et puis, donc ça, c'est ce que je fais en daily H4 en premier lieu. Donc ça, c'est l'analyste. Et puis, les stratèges, donc l'analyste et stratège, parce que sur les H1 et les M15, c'est juste pour essayer d'élaborer donc, des scénarios et regarder si, dans la journée, ça sera bien de faire un trade en M15, donc un day trade, ou un trade en M5, en scalp. Donc, en toute évidence, c'est toujours du day trading, parce que le day trading consiste à fermer toutes les positions à la fin de la journée. Alors, donc, pour maintenant passer de l'analyste au stratège, j'ajoute des unités des unités de temps intermédiaires. Une fois donc j'ai déjà analysé les différentes phases, les niveaux de support résistance, les résistances, les moyennes mobiles, bon ça c'est l'analyste. Là, on part avec l'analyste et les stratèges. Donc, avec maintenant ce qui va me fournir, va me donner les H1 et les M15, donc j'utilise Ishimoku. Donc ça me permet de lire le marché avec une bonne lecture, j'adore ça. Est-ce que les nuages, est-ce qu'il est haussier ou baissier? Est-ce que la Kinjun elle est haussier ou baissier? Est-ce que la Kinjun et les différentes lignes sont en pente ou pas en pente? Donc on verra tout ça au fur et à mesure dans le temps. Donc j'analyse donc les nuages, j'analyse les angles d'Ikumo ou de la Kinjun, comment est-ce qu'elles sont haussier, baissier ou neutre. J'analyse donc l'épaisseur d'Ikumo, je trace une trendline d'habitude, et puis j'analyse aussi les points pivots hebdomadaires, donc on verra tout ça. Une fois que cela est fait, je coche toutes mes cases. Si toutes mes cases sont cochées, j'ai déjà terminé mon taf d'analyste et mon taf des stratèges. Et dans cette vidéo, je vais essayer de te montrer comment est-ce que je l'ai fait. Donc on va passer maintenant au graphe pour vous montrer tout ça. Alors la première chose que j'analyse, c'est les contextes fondamentaux. Donc regardez le calendrier économique, essayez de lire 2 ou 3 articles et suffisent au maximum, parce que les analystes, ils se répètent. Et d'ailleurs, quand si vous travaillez en seule paire de devises ou deux, comme moi, vous n'allez pas en lire beaucoup, vous n'allez pas en lire une dizaine, parce que les conflits qui se passent en Russie, je ne pense pas qu'ils vont impacter la paire de devises euro-dollar en quelque sorte. Bon, à moins qu'il y ait des impacts, des corrélations externes, etc. Ou une news russe, une news chinoise ne va pas impacter la paire de devises euro-dollar. Donc ça, vous en tapez de ce qui se passe en Russie. Alors, en termes d'analyse, je commence d'abord par analyser les différentes phases, avec une approche que j'ai appelée la visio binaire. Alors la première chose que j'analyse, c'est la visio binaire. La visio binaire, elle me permet de savoir dans quelle phase on est. On doit savoir que le marché n'a que des phases. Si elle n'est pas dans un range, donc un marché sans tendance, elle est dans un marché en tendance. Donc si
les marchés ne stagnent pas, n'est pas dans un range, donc je vous parlerai c'est quoi un range après, elle est dans une tendance. Imaginez donc un range, c'est un état de marché où les acheteurs et les vendeurs sont d'accord. Donc il y a une accumulation de volume dans cette phase. Et puis, par la suite, le marché va se lancer dans une tendance, donc un déséquilibre. Donc dans une phase des ranges, c'est une phase d'accumulation de volume, où les volumes vont être accumulés. Puis, à un certain moment, il va y avoir un déséquilibre, donc une phase de distribution. Imaginez par exemple si aujourd'hui, on avait donc le nombre d'acheteurs et le nombre de vendeurs de Bitcoin qui étaient égal, normalement on aurait les Bitcoins qui va stagner, qui va rester plat. Par contre, si on a plus de personnes qui achètent les Bitcoins et que et que peu de personnes en vendent, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'euphorie totale, le marché explose. Et cette loi régit tous les marchés financiers. Donc, quand il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, le marché baisse. Ça nous a permis de créer une approche qu'on appelle la vision binaire. Bon, c'est pas moi qui l'ai initié, de toute évidence, on n'invente pas là-haut. Je l'ai appris par mes mentors. Donc, la vision binaire permet donc de simplifier le marché, tout le marché financier, à quelque chose de simple. Et cette chose de simple, c'est de repérer donc des phases, des ranges et des phases des tendances. Et je le matérialise donc en daily. Donc regardez donc ici. Ici donc vous avez une phase des ranges, une phase d'accumulation de volume. Là vous avez une phase d'accumulation de volume. Là il y a une phase des tendances ici. Là aussi il y a une autre phase des tendances. Donc si le marché, à chaque fois que vous serez devant un graphique boursier, demandez-vous la question, on est dans quelle phase? Est-ce qu'on est dans une tendance ou est-ce qu'on est dans un range? Alors, actuellement, qu'est-ce qu'on regarde? Bon, qu'est-ce qu'on peut analyser ici en daily, ce qu'on est en train de voir actuellement, parce que là, c'est les graphiques daily. Ne vous attendez pas que ça bouge toutes les 5 minutes. Donc, en daily, on avait donc, je vais matérialiser donc un petit range. Donc, j'avais tracé ma ligne haute autour de 1,0435 et ma ligne basse, donc ma borne basse du range à 1,2545. La logique derrière, c'est quoi? La logique derrière, c'est que si les marchés vraiment cassent ces ranges à la baisse, j'aurai le marché qui va continuer de baisser dans une tendance. Par contre, si le marché rebondit sur la borne basse de ces ranges et qu'il part au-dessus et qu'il casse par les hauts, j'aurai plutôt un biais haussier. Donc vous regardez directement que l'analyse est déjà faite parce que si le marché casse à la baisse, on va avoir une baisse. Si il casse à la hausse, on va avoir une hausse. C'est comme par exemple ici. On avait donc un range qui s'est dessiné. On était normalement à attaquer la borne basse. Je me disais, bah tiens, si ça confirme que ça va casser ici à la baisse, alors j'aurai donc une tendance qui va se délivrer, qui va aller à la baisse. Mais ça, c'est pas suffisant parce que faire uniquement ça nous amènera à faire ce qu'on appelle une analyse complète. Il faut donc combiner des ou trois ou quatre techniques d'analyse, en fait, comprendre en fait, voilà, d'avoir beaucoup plus d'informations, plus de clarté dans la situation. Attention, même si ici, on a eu donc la cassure par les bas de mon range, est-ce que les marchés vont nous délivrer une forte impulsion baissière? Parce que quand le marché fait une consolidation, donc un range, ce qui sort par la suite, c'est une tendance. Et une tendance, donc c'est une impulsion, un mouvement puissant à la baisse. Alors, est-ce que le marché va nous délivrer ici voilà, un poussé baissier assez fort? Ça, on va le confirmer peu à peu. Qu'est-ce qu'on regarde ensuite? On regarde que on analyse donc les indicateurs. Que nous disent les indicateurs? On a d'abord donc la moyenne mobile. Je ne vous cache pas, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de méthode miracle. C'est la moyenne mobile à 144. Quelle est la particularité de cette moyenne mobile? Est que si les marchés sont proches de cette moyenne mobile, les marchés ont tendance à faire des impulsions à la sortie des main range. Par contre, si le marché est loin des moyennes mobiles 144 et que le marché casse par les bas, le marché a tendance à ne pas faire des fortes impulsions. Parce que quand vous regardez ici, cette impulsion il est puissant, mais par contre ici, cette impulsion n'est pas puissant que ça. Ok? Donc c'est ça la logique derrière. Et à part ça, si la moyenne mobile 144 est éloignée des cours, donc le marché ne va pas pousser beaucoup plus fortement. S'il est proche, le marché va pousser plus fortement à la cassure des différentes ranges. Donc c'est comme ça qu'on l'analyse. Et à part ça, si elle est au-dessus des cours, on est en tendance baissière. Si elle est en dessous des cours, on est plutôt en tendance haussière. Donc les cassures haussières vont plutôt être privilégiées que les cassures baissières. Mais attention, quand ça commence à devenir comme ça, qu'elle est éloignée des cours, là on commence à avoir une vue nette sur cette moyenne mobile. Pour cette raison que dans l'outil Tech Tendance, je vous ai montré que pour chaque donnée que je vais analyser, je vais mettre différents scénarios. Par exemple, ici, dans mon outil check analyse, je vais mettre une tendance donc net. Donc je vais être net pour la moyenne mobile parce que là, il ne me délivre pas des informations pertinentes parce qu'elle n'est pas proche, même si elle est baissière, mais elle est un peu nette.
Donc je peux avoir donc une cassure à la hausse et ça peut bien marcher. Alors, une autre chose, c'est analyser les RSI. Le RSI, c'est ce qu'on appelle les Relative Strength Index. Donc, spécialisez-vous dans 2 ou 3 indicateurs, 2 ou 3 techniques d'analyse des price action et vous êtes bon. Vous allez être un bon analyste. Parce que vous allez être bon. Parce que les techniques d'analyse, il n'y en a aucun qui va prédire le marché à 100%. Ce que vous allez faire, c'est juste utiliser 2 ou 3 parce qu'ils vont être complémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ici avec les autres éléments? On voit que donc là, donc les RSI ici, on voit des divergences. Donc regardez, il y a un creux ici, il y a un creux de marché, hein, donc un creux de marché qui est plus bas que les creux précédentes, mais les RSI n'arrivent pas à suivre. Donc quand les RSI n'arrivent pas à suivre, on dit que donc les RSI c'est un indicateur de momentum, hein. Quand cet indicateur de momentum n'arrive plus à suivre, donc on a un creux ici qui équivaut à ces creux ici, et on a de l'autre côté les creux ici qui équivaut à ces creux ici. Mais par contre, on voit que ces creux est au même niveau que ces creux ici, mais ces creux ici est plus bas que les creux précédents. Donc, les momentum n'arrivent pas à suivre, bien que les marchés suivent. Et avec ça, sur n'importe quel actif, que ce soit sur les bitcoins, quand vous regardez une divergence, sachez que c'est le moment de commencer à sortir vos profits. Imaginez par exemple que si vous êtes sur un actif et que vous achetez ici, et que vous gardez votre position jusqu'ici, quand vous commencez à regarder des divergences sur les RSI, ça veut dire que la tendance va bientôt s'arrêter. Et une autre chose, c'est la théorie d'eau. Regardez, ça c'est une tendance baissière. Pourquoi? Parce qu'on a des sommets, des creux de plus en plus bas. Donc ça c'est simple à comprendre. Ça saute à l'œil, c'est à l'œil nu. Hein. On sait que dans une tendance baissière, on va vendre, dans une tendance haussière, on va acheter, etc., etc. Mais quand on voit des divergences se former, on sait que voilà, c'est la fin de la danse, c'est la fin du mouvement. Alors, une autre chose, c'est analyser donc les bandes de Bollinger. Donc, mes indicateurs de prédilection sont la moyenne mobile 144, bien sûr, le banc de Bollinger et les RSI. Donc, ces éléments, ils sont complémentaires. Par exemple, ici, je ne peux pas savoir que la tendance va s'arrêter si je n'avais pas les RSI. Par exemple, ici, je ne peux pas savoir que la tendance est déjà vieille si je n'avais pas la moyenne mobile. Par exemple, ici, voilà, avec maintenant les bandes de Bollinger, je vais vous montrer comment si je les analyse. Vous devez savoir que les bandes de Bollinger, c'est toute une leçon derrière, je vous en ferai peut-être une. Les bandes de Bollinger, il a 4 phases. Donc pour ceux qui savent un peu, donc la bande de Bollinger a 4 phases. Donc il y a une phase où vous allez avoir donc la bande supérieure qui va monter, la bande supérieure qui va baisser. Donc ça, on appelle ça la deuxième phase. Donc je commençais par la deuxième phase, je ne sais pas pourquoi. Et puis il va y avoir une phase où la bande supérieure va baisser et la bande inférieure va baisser. C'est ce qu'on appelle la phase 3. La phase 4, c'est lorsque vous allez avoir donc la bande supérieure qui va, donc la bande inférieure qui va monter, la bande supérieure qui va baisser. Ça, c'est la phase 4. Et puis, de la phase 4, on passe à la phase 1, puis à la phase 2, puis à la phase 3, puis à la phase 4, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, etc. Donc, ce sont les différentes phases. Donc, ça nous permet aussi de regarder un peu les différentes phases des marchés. La phase la plus importante, c'est la phase 1. La phase 1, elle vient juste après la phase 4. Donc regardez qu'à partir d'ici, quand je commençais à voir ma phase 4, donc la bande inférieure qui montait, la bande supérieure qui baissait, donc ça que je vais vous faire toute une vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne, j'avais donc un range que j'avais dessiné. Donc j'avais donc dit que voilà, ces creux ici, ces creux là qui sont au même niveau théorique d'eau, potentiellement je peux avoir un range. Parce qu'il y avait des informations avec la bande de Bollinger qui me disaient que tiens, on est en phase 4, et on sait qu'en phase 4, il va y avoir une phase in, puis une phase 2 qui va sortir, etc. Donc il va y avoir donc une phase des ranges. Bon, c'est que je passe directement très rapidement, mais je vous expliquerai très bien dans une autre vidéo si vous mettez beaucoup de likes à cette vidéo. Je crois que depuis ici, je vous ai déjà montré comment est-ce que c'est pertinent et vous apprenez déjà des choses. Donc mettez un like, ça ne coûte rien les amis, mettez un like, ça permettra à l'algo YouTube de recommander ma vidéo, donc ça ne vous coûte rien. Parce que tout ce que je vous apprends ici devait être payant, parce que ce sont des informations que j'ai accumulées moi-même avec l'expérience. Alors mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, hein, parce que toutes les semaines, on fera des vidéos si possible, et on vous apportera énormément de valeur. Alors, retournons à nos moutons. Donc, avec donc cette phase, avec les bandes de Bollinger, on examine différentes phases, et ça nous disait qu'on allait avoir un range. Et donc, la cassure par les bas ici, on n'allait pas beaucoup le pondérer parce que on avait des éléments, on n'avait pas une forte clarté sur le marché. Alors, en daily, donc, on voit qu'ici, il y a un autre range qui s'est formé. Donc, on a un range qui s'est formé ici, donc on avait le marché qui tapait sur cette zone. Hein, donc, je l'ai matérialisé, je me disais, bah tiens, ça va peut-être être ma borne haute du range. Parce que
voilà, on est dans une phase où le marché ne va pas fortement pousser avec les éléments qu'on a vus, hein, donc les divergences, la manne mobile qui est éloignée des cours et tout et tout. Donc, ce sont des nouvelles qui nous disent que tiens, cette tendance baissière ne va pas fortement pousser à la baisse. Et parce que une tendance baissière, vous devez savoir qu'elle ne baisse pas jusqu'en enfer. Et une tendance haussière ne monte pas à tout des moons, hein, ça n'existe pas. Donc, quand le marché monte, à un certain moment, elle va baisser. Parce que quand les gens entrent dans un marché, par exemple, ils achètent énormément les bitcoins, à un certain moment, ils vont prendre leurs profits. Et ça créera une baisse parce que les gens vont vendre l'actif. C'est assez simple. Et surtout le marché, c'est pareil, hein. Même si les marchés des forex et les marchés en range, c'est exactement la même chose. Derrière le marché, derrière les courbes, c'est la psychologie des foules, hein. Quand ils sentent que un actif va baisser, ils vont la vendre. Quand ils sentent que l'actif va monter, ils vont l'acheter. Uniquement la psychologie des foules, il n'y a pas si compliqué que ça. Euh, une personne qui vous dit que c'est compliqué, c'est qu'il veut euh, justement vous envoyer, en fait, que vous puissiez lui suivre. Mais c'est aussi simple que ça. Alors, ici, donc, on a une cassière baissière. On a eu la clôture de la bougie de vendredi qui était ici. On avait donc la NFP hier et tout et tout. Donc, ça a poussé le marché vers ici. Mais cette cassure, va-t-on la pondérer fortement à la baisse? Va-t-on élaborer un scénario et se dire, bah, tiens, le marché va aller plus bas? Normalement, on peut le faire, mais avec une faible pondération. C'est cette raison que j'ai, dans mon outil Check Analyst, il y a aussi un petit outil qu'on appelle IDC. Je vais vous montrer tout ça. Vous avez donc l'outil IDC, on appelle ça l'indice de confiance. Si on a plusieurs éléments qui entrent dans le sens de notre scénario, on va donc mettre en 2, en 3 pour une forte clarté, en 1 pour une faible clarté. Donc aujourd'hui, les délires méritent un 1. Bon, on va voir les H4, qu'est-ce que ça nous dit, mais ça mérite un 1 parce que la tendance baissière, elle est déjà vieille. Et le but, c'est de surfer la tendance. Alors ici, donc la cassure démarrage par les bas, bon, non, logiquement, hein, dépendamment de l'analyse technique, ça nous dit que le marché devait nous faire une impulsion baissière. Mais ça, c'est une opinion. Quand on ajoute d'autres éléments comme les RSI ou la manne mobile 144, on se rend compte que ce mouvement peut aller à la baisse, mais ne va pas être puissant parce que il y a les vendeurs de ces mouvements, les vendeurs de cette devise, de cette paire de devises euro-dollar, commencent à se retirer dans le marché et nous, on ne va pas essayer de vendre quand tout le monde essaie de racheter, essaie de sortir de sa position, essaie de sortir de la vente. Enfin, c'est absurde un peu. Mais attention, nous, ce qu'on va faire, c'est pas du swing trading, on va faire du day trading. Donc, on va avoir deux ou trois petits mouvements à court terme qui peuvent marcher, qui certes, ils ne vont pas amener les prix vers ici, mais vont quand même peut-être les amener ici ou voire même là, parce que l'écart, c'est beaucoup de pips. En day trading, on joue 20, 30, 40 pips, hein. Et en scalping, on joue dans les, voilà, dans les 20, 30. Bon, en day-trading, on peut aller jouer dans les 60, 70, 100 pips. Mais en scalping, on peut jouer du 20, du 30 pips. Donc, c'est une petite variation comparativement au graphique daily. Alors, ce qu'on fait est que si on se limite uniquement sur les daily, on a fait une analyse complète. Ça, c'est l'erreur que la plupart des personnes font. Il ne faut pas faire une analyse complète. Il faut analyser uniquement avec le même données, mais sur une unité de temps beaucoup plus courte, en fait d'avoir une vue un peu globale. Donc, dans votre découpage, ne faites pas l'erreur pour les découpages, n'essayez pas de faire des erreurs. Je vais vous montrer la première erreur qui est très récente, qui est très courant, d'ailleurs, par exemple, qui est très courant, c'est d'essayer de faire des découpages qui n'ont aucun sens. En fait, la règle générale pour faire un découpage, passer d'une unité de temps supérieure à une unité de temps inférieure, c'est de découper au minimum par 4. Donc les délits, si on les divise par 4, on va trouver, c'est pas, les délits c'est fait 4 heures, c'est les 6 heures. Mais vu que le graphique 6 heures n'existait pas, on va donc utiliser les H4 qui est en unité de temps universelle en quelque sorte. Alors, c'est l'unité de temps H4, donc voilà, la règle générale, quand vous faites votre découpage, découpez au minimum par 4. Si on divise donc les délits par 4, ça nous donne les 6 heures. Mais vu que les 6 heures n'existaient pas, on va utiliser les 4 heures, chose qui est déjà dans la marge. Donc minimum x 4. Parce que si vous découpez par exemple 10 délits aux 12 heures, vous allez être dans le même univers, vous n'allez pas voir des informations supplémentaires dans votre analyse. Alors, sur les H4, j'ajoute un autre élément qu'on appelle donc le point pivot. Le point pivot, c'est pas nouveau, c'est un indicateur qui est très vieux, qui est très ancien, mais que la plupart des personnes n'utilisent pas très bien. Donc, ça te permet donc de trouver donc en automatique des niveaux psychologiques. Alors, de savoir que les niveaux des 100 sur le Bitcoin, c'est un niveau psychologique. Et ça va donc constituer mes niveaux des supports et mes niveaux des résistances. Attention, je ne dessine pas mes niveaux des supports et résistances à mes basant sur le plus haut et les plus bas de marché, parce que ce sont des niveaux temporaires. Moi, ce que j'aime utiliser sont des niveaux psychologiques, parce que pour moi, personnellement, ça me parle beaucoup plus que uniquement d'essayer des plus hauts et des plus bas.
Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché est en train de travailler. On appelle celui-ci la S1 parce que les points pivots doivent avoir 5, donc à 5 lignes. Il y a ce qu'on appelle les points pivots principaux. Donc, il y a une méthode de calcul dessus. Mais je ne vais pas vous la donner ici parce que pour conduire un véhicule, on n'a pas besoin de comprendre comment fonctionnent les moteurs. Mais pour ceux qui sont curieux et qui veulent savoir comment est calculé le point pivot, allez chercher sur Internet, mais ça ne vous servira à rien. Donc, les bits, la meilleure façon de comprendre est que chaque mois, par exemple, quand vous avez les points pivots mensuels, chaque mois, ils vont vous donner des niveaux en automatique. Il faut donc savoir les utiliser et, plus important, qui comprendre la formule mathématique derrière. Donc, chaque mois, donc là, ici, c'est le mois de janvier. Donc, on a donc le point pivot central qui est ici, autour des 1,0441. On a donc la première résistance qu'on appelle R1, la première résistance du mois. Donc, ce sont des niveaux de support résistance temporaires. Donc, ça se dessine dans le temps. Si on part à février, il va y avoir donc d'autres niveaux de février, parce que c'est les points pivots mensuels. Donc, vous avez donc ici les 1, 1,05, 38. Et là, vous avez donc les niveaux de 1,07, 27 qui est la RD, donc la deuxième résistance du mois. Et en dessous, vous avez donc les premiers supports du mois qui est autour de 1 à 0,25, 52. Et les deuxièmes supports du mois qui est autour de 1 à 0,15. Donc 1, voilà, 1,01, 54. Donc ces niveaux, moi je vais les utiliser. Mais attention, vous devez savoir que au niveau des supports, au niveau des résistances, n'est pas un Graal. Donc il y a des possibilités quand le marché arrive sur un niveau des supports et des résistances. Soit 1, on va la casser, soit 2, on va rebondir dessus. Et nous, quand on est analyste, c'est de regarder, et c'est de regarder tout dans la globalité. En fait, c'est de dire, bah, tiens, le marché est en servante, et il y aura donc plus de chances que le marché rebondisse sur un niveau que si euh, bon, le marché a beaucoup plus de chances de rebondir sur mon niveau que de la casser. C'est comme par exemple les bitcoins. Les bitcoins est à 50 000. À 50 000, les gens sont chauds. Ils entrent rapidement dans le marché. On passe à un niveau psychologique. Le niveau de 60 000, le niveau de 70 000, le niveau de 80 000. Mais là, ça commence à arriver au niveau des 100 000 et ça venait du plus bas. Les gens commencent à retirer leurs profits parce que ça devient un niveau psychologique, un niveau intéressant, un niveau très important. Donc ça, la psychologie que vous devez avoir sur des niveaux de support résistance. Soit on va les casser, soit on va rebondir dessus. Utiliser uniquement les niveaux de support résistance comme un con ne permettra pas de gagner. Il faut donc avoir une stratégie derrière. Et c'est ce que j'essaie de transmettre dans cette vidéo. Donc, niveau des S1 à ce niveau ici, niveau des S2 à ce niveau ici. Alors, dans un mois, si le marché est en dessous du point pivot principal, il va avoir donc tendance à être attiré au minimum par les niveaux de S2. Si le marché est au-dessus du point pivot, il va donc avoir tendance à être attiré au minimum hein, dans les mois en question, vers les niveaux des RD. Donc, c'est ça les plans de trading que vous devez avoir, donc vous devez ajouter dans votre plan de trading d'analyse. En tout cas, c'est dans mon plan de trading d'analyse. Et à part ça, les autres niveaux psychologiques, parce que moi j'adore les niveaux psychologiques, ce sont les chiffres ronds. Comme par exemple les 5000 sur les bitcoins, c'est en chiffre rond. Et la même chose, hein, donc sur les marchés du Forex, les niveaux de 1,03, c'est aussi en chiffre rond. Les niveaux de 1. Imaginez la parité, tout le monde en a parlé. Même la mamie du quartier a parlé du niveau de 1 quand l'euro-dollar a atteint le niveau de 1. Donc ce sont des niveaux psychologiques. Et je crois que ces niveaux psychologiques sont plus importants que d'essayer de tracer des transformations graphiques à sapin de Noël en essayant d'assiner les plus hauts, les plus bas, toutes les supports restants sur le marché qui, en l'occurrence, ne vont pas juste mettre que des probabilités de votre côté qui vont donc soit être cassées ou qui vont soit être travaillées. Donc ils vont être cassés ou voilà, même le marché va rebondir dessus. Donc les marchés vont les travailler. Alors j'ai amené mon niveau ici, donc j'avais ces plus bas daily, donc c'est les plus bas de mon range en daily. J'ai donc ramené ici H4 pour avoir donc des informations en daily et de les étudier un peu ici à H4 pour regarder si le marché va rebondir dessus ou les marchés va le casser. Donc on va voir tout ça ensemble. Alors H4 on fait toujours la même chose, hein, donc on va analyser les différentes phases des marchés. On va donc analyser aussi les indicateurs pour regarder si ces niveaux ici qu'on est en train de regarder vont faire rebondir le marché ou vont être cassés. Donc, on va donc commencer très rapidement avec la manne mobile SAC44 encore une fois. Dans la manne mobile SAC44, qu'est-ce qu'elle nous dit et qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre que, regardez ici, on était donc proche de la manne mobile SAC44. Donc c'est rebond ici. Ah, rebondi, bon, c'est pas direct sur des observations, mais ne vous attendez pas à ce que le marché rebondisse tout le temps sur la manne mobile, mais s'il rebondit déjà autour de cette manne mobile 144, parce que certains peuvent mettre une manne mobile
à 169, d'autres mettront une moyenne mobile, je sais pas, à 200, d'autres mettront à 150. C'est subjectif, donc chacun dit ce qu'il veut. D'ailleurs, 144, ça ne signifie rien. Je l'ai juste pris au hasard, en quelque sorte, on peut dire. Mais ça se rapproche un peu des 150 et c'est en dessous de la moyenne mobile des 100. Et dépendamment des backtests, ça m'a paru un peu pertinent d'utiliser cette moyenne mobile à 144 parce que ça va me délivrer donc des informations que je vais bien interpréter. Donc ici, le marché avait rebondi, donc on avait un rebond sur le marché ici qui a essayé de rejoindre les niveaux des points pivots centrales ici, et on avait donc la moyenne mobile 144 qui allait jouer en niveau des résistances, donc résistance dynamique, hein. Donc point pivot plus moyenne mobile 144 qui allait jouer au niveau des résistances dynamiques. Et à part ça, on était autour de mon niveau de chiffre euro de 1,04. Et puis on voit que le marché a clôturé la journée en dessous de mon niveau de 144. La journée d'après, elle baisse fortement. La journée suivante, elle cherche les niveaux de 1,03 et elle rebondit dessus, hein. Elle reste dessus voilà, plusieurs bougies H4, sur plusieurs séances H4. Puis finalement, avec la NFP, boum, explosion à la baisse. Elle cherche mon niveau de 1,0252. Et puis si on la casse, peut-être pourquoi pas aller chercher les niveaux de 1,02. Donc c'est toujours comme ça que vous devez faire votre analyse, hein, mais il faut prendre tous les éléments en compte. Et pas uniquement se limiter sur un ou deux éléments, donc avoir plusieurs éléments et les analyser de façon, globale, hein, parce que le trading est dans les détails. Alors qu'est-ce qu'on peut regarder pour le moment ici, H4 aussi, nous, ce qu'on voit ici, c'est une phase de désynchronisation, parce que les indicateurs, à un certain moment, ils sont synchronisés, à un autre moment, ils ne sont pas synchronisés, parce qu'ils sont mathématiques en quelque sorte, et il y a des moments où le marché peut faire un mouvement violent à la hausse, un mouvement violent à la baisse, et puis les indicateurs vont se désynchroniser. Et puis à un certain moment, ils vont encore se résynchroniser. Il faut savoir aussi que les indicateurs se désynchronisent, c'est aussi un pas de plus pour vous permettre de pondérer les choses dans votre analyse. Vous devez savoir que même si une analyse ne fonctionne pas, même si vous plantez en termes d'analyse, c'est pas grave parce que vous n'allez pas être obligé de vous refaire. Mais si vous vous plantez dans le trading, c'est grave parce que c'est l'analyse qui va amener un trade. Si c'est pas clair pour vous, alors ne prenez pas de trade. C'est que, bon, vu comme ça a l'air de dire que tout le temps ça va fonctionner parce qu'on va faire un processus qui est bien rigoureux. Mais non, il y a des moments où vous allez avoir une bonne analyse qui va donc aller chercher votre scénario. Donc, laissons-moi vous parler des concepts. Imagine donc par exemple ici. Ok, ici, on a les niveaux ici qui est le plus bas de ces ranges. On se dit, bah tiens, mon range H4, si elle casse par les bas, je vais chercher des niveaux plus bas. Ça peut être par exemple les niveaux d'un 0D ou voire même la SD qui est en niveau qui d'habitude, si le marché est en dessous du point pivot du mois, a tendance à chercher. Ou voire même si on excède un peu, on peut peut-être aller chercher les niveaux de 1,01 sur l'euro-dollar. Donc ça, ce sont mes scénarios baissiers. Donc moi, ce que j'ai fait est que quand j'ai le scénario baissier, je le matérialise par un petit rectangle bleu, comme je l'ai matérialisé par exemple ici. Donc là, on avait un beau setup, on avait un beau scénario baissier, hein. Donc on se disait, tiens, le marché, s'il sort de mon range ici, si elle sort de mon gros, on avait donc une grosse range, hein, donc une grosse phase d'accumulation. On sait qu'après une phase d'accumulation, il va y avoir une phase de distribution, chose qu'on ne voit pas, bon, chose qui n'est pas le cas ici, hein. Donc à la sortie de cette phase d'accumulation, on a donc eu une forte distribution et on voit que le marché a fortement chuté, mais même elle n'a pas atteint mon point B parce que mon point A c'est ici, mon point B c'est ici, et on voit que le marché a fait de belles impulsions à l'intérieur. Donc nous, notre analyse est basée sur du day trading. Là, on est toujours en H4. Nous, ce qu'on va jouer, c'est des petits trades en M15 ou en M5. Alors, voilà, c'est juste pour vous montrer, pour vous indiquer. Mais attention, ici, on n'a pas un scénario baissier parce que c'est pas très clair. Moi, je vois pas une phase de compression ici, donc il n'y a pas une phase d'accumulation. Parce que moi, donc je mets mes scénarios uniquement quand je vois une phase d'accumulation. S'il n'y a pas une phase d'accumulation, moi, en tout cas, je reste un peu à côté et je ne me donne pas d'argument en me disant que tiens, on a un scénario qui est propre. Comme par exemple ici. On avait donc ici la borne basse de mon range, qui est juste ici. Et de l'autre côté, on avait donc la borne haute des range qui est ici. Et ça nous amène à dire qu'on a donc une phase d'accumulation de volume. Et si le marché pète cette phase d'accumulation de volume par les bas, on va donc aller chercher les prochains niveaux, qui est un niveau psychologique, les niveaux de 1,04. Donc c'est juste ça. C'est juste comme ça que je les regarde. Mais actuellement, là, on n'a pas cette phase d'accumulation de volume, donc il n'y a pas de scénario H4, il n'y a pas aussi des scénarios
H1. Mais ce n'est pas tout. Donc ce que nous, on va faire maintenant, c'est essayer de nous forger une conviction. Bien qu'on n'a pas de scénario clair, bon, on sait que le marché peut peut-être baisser, voire même peut-être rebondir sur ces bas des ranges daily, hein. On va donc essayer de descendre encore une fois à H1 pour essayer de voir si on va avoir quelque chose qui va nous intéresser, qui va être intéressant pour lundi par exemple. Parce que là, donc les marchés sont fermés, ils vont rouvrir lundi. Pendant une session de trading, on va venir chercher un peu, dépendamment de l'analyse qu'on a fait, de la stratégie qu'on a élaborée. Alors, c'est là qu'apparaît maintenant l'Ishimoku. Alors, pourquoi est-ce que j'aime Ishimoku? J'aime Ishimoku à cause de sa clarté. Les informations sont claires. Et dans ce coup d'œil, on peut avoir toutes les informations qu'on veut. Donc, Ishimoku, elle est pertinente. Pourquoi? Parce que dans ce coup d'œil, tu peux regarder donc l'état de la tendance. Et pour aller de façon plus simple, donc je ferai une vidéo sur Ishimoku si vous le voulez. Donc, mettez-les en commentaire si vous voulez une vidéo où je vous apprends tout ce que je sais sur l'indicateur Ishimoku et comment est-ce que moi, personnellement, je l'utilise, hein. Mettez-les en commentaire. Et à part ça, si jusqu'ici la vidéo vous a plu, n'oubliez pas, mettez un like. Ça aidera à l'algo YouTube de référencer ma vidéo et ça nous permettra aussi, à la communauté de grandir et ça ne vous coûte rien. Alors, tout d'abord, vous devez savoir que la première chose que vous devez regarder avec cet indicateur, même si vous ne connaissez rien sur cet indicateur, c'est essayer de comprendre la temporalité. L'indicateur n'est pas enfoui. D'ailleurs, en première vue, quand on l'affiche sur un graphe, c'est enfoui. On a beaucoup de lignes qui s'affichent partout. On a donc 5 indicateurs qui s'affichent sur notre graphe et on manque où mettre la tête. Mais je vais vous donner quelque chose qui va vous permettre de simplifier un peu la chose. Vous devez donc comprendre que l'indicateur Ishimoku, c'est un indicateur qui a voilà, une origine, donc différents éléments qui la rendent très pertinente. Donc il y a tout d'abord ce qu'on appelle les Kumo. Les Kumo, c'est les nuages ici. On a la Shiku. La Shiku, en fait, c'est les cours. La Shiku, c'est pas un indicateur, en fait. C'est un cours qui est décalé des 26 périodes en arrière. Et quelles sont les informations qu'elle nous délivre? Des informations pertinentes et très importantes. Donc je vais passer des graphiques en bas, en bougie, vers les graphiques en ligne. Et vous regardez que là, les cours ici et la Chico ont exactement la même apparence. Donc, les cours, c'est la Chico, mais décalé des 26 périodes en arrière. Donc, il n'y a plus de secret pour vous, pour la Chico en tout cas. Il y a aussi plus de secret pour vous pour les nuages. Donc, les nuages, lui aussi, n'est pas dans le présent, il est projeté dans l'avenir. Donc, dans les futurs. Alors que donc, vous devez regarder, vous devez donc vous concentrer sur des indicateurs, uniquement des indicateurs. Et c'est la ligne bleue qu'on appelle la Tenkan et la ligne rouge qu'on appelle la Kinjun. Avec donc ces deux éléments, vous avez donc un indicateur qui n'a que deux éléments, qui n'a que des indicateurs dans les présents et c'est plus enfoui, je pense. Alors revenons au bougie japonais pour vous expliquer comment ça marche. Alors, les Kumo va avoir des couleurs. Une couleur en aquamarine, hein, donc c'est ma propre configuration, vous pouvez la configurer comme vous voulez. Une couleur en aquamarine qui va donc vous indiquer que un Kumo qui est haussier. Un Kumo haussier donc va indiquer une tendance haussière. Et un Kumo baissier va indiquer une tendance baissière. Donc quand vous regardez que la couleur du Kumo est en beige, donc ça c'est du beige, vous avez donc une tendance qui est baissière potentielle en tout cas. Bon, c'est pas la seule information, il ne faut pas faire une analyse incomplète. On va donc regarder peu à peu tous les éléments. Et si les Kumo a cette couleur, vous avez donc une tendance qui est assez simple. Donc ça saute aux yeux, c'est rapide, hein. Donc 5 minutes, on sait que la tendance est baissière ou haussière, dépendamment des couleurs des Kumo. Mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres éléments qu'il faut analyser. Attention, donc si les marchés, donc les cours maintenant actuels, sortent des Kumo, ça, les Kumo ici, donc par exemple, si on était ici, donc si on était par exemple ici, donc je suis passé donc je suis allé dans le passé, donc on est un évergiste et il est donc le 8-1, ok? Si on était ici, donc les Kumo va être, en tout cas ici, la Shiku va être 26 périodes en arrière et on va donc sortir du Kumo. Alors voilà, donc si le marché sort du Kumo, on va donc se dire, tiens, donc ça sera donc un argument de plus à ajouter à la baisse. Donc si le marché est au-dessus du Kumo, même si la couleur a changé, on n'est pas encore baissier. Donc les arguments baissiers commencent quand les Kumo passent en dessous. Et une autre chose est que, pour se dire que vraiment la tendance est baissière, c'est lorsque la Chiku n'a plus d'obstacle. Parce que tout fait obstacle à Chiku. Tout fait obstacle à Chiku. La Chiku, c'est la ligne ici, la ligne bleue. Bon, pour ne pas les confondre à la ligne ici, hein, dans la ligne qui... Parce que les Kumo est composé de deux lignes, il y a ce qu'on appelle la Senku span A et la Senku span B. Alors pour ne pas confondre Senku et Shiku,
on va appeler la Chikou lagging span. D'ailleurs, c'est en anglais, qui signifie lag, c'est en retard. Et si la lagging span n'a pas d'obstacle, le marché peut pousser fortement. Bon, il n'y a pas des cas d'école ici actuellement, mais il y en a. Vous devez le savoir qu'en trading, vous n'êtes pas obligé d'être parmi toutes les guerres. Il y a des moments où il faut rester cash, il y a des moments où il faut rester à côté, il y a des moments où, quand ça devient clair, c'est là que vous devez entrer en mouvement. Donc, vous devez donc entrer dans le marché. Et qu'est-ce qu'on regarde donc bon, on appelle ça un Kumo breakout. Kumo breakout, c'est un mot anglais qui signifie en français cassure du Kumo. Donc, quand le marché casse les Kumo par les bas, vous avez donc un scénario, un setup, un pattern en quelque sorte appelé Kumo breakout. Et puis, quand vous avez donc le marché qui rebondit dans les Kumo, vous avez donc un pattern des Kumo pullback. D'habitude, quand le marché rebondit dans le Kumo, ou même quand le marché sort du Kumo, on a une forte impulsion qui se dessine. Mais attention, on n'a pas tous les éléments, il faut avoir tous les éléments. Parce que, je l'ai bien dit, les trading est dans les détails. Alors, j'analyse aussi les points pivots. Encore, je vous en ai parlé sur le mensuel, donc sur l'unité de H4, je vous en parle aussi sur l'unité de H1. Mais le même niveau des points pivots ici à H4 ne sont pas les mêmes niveaux sur les H1. Pourquoi? Parce qu'ici, on a donc les points pivots hebdomadaires, et là, on a les points pivots mensuels. Donc, chaque semaine, ils vont donc nous calculer. Donc, regardez, donc cette semaine, on avait donc le point pivot central qui était ici. On avait donc les premiers supports de la semaine, les deuxièmes supports de la semaine. Donc, on appelle ça des supports et résistances temporaires. Puis, on passe maintenant au mois suivant on va donc avoir le point pivot dès cette semaine qui va se calculer. On a donc donc la première résistance de cette semaine et les premiers supports de cette semaine, etc., etc. Donc, chaque semaine, ça va se calculer. Donc, l'idée derrière, c'est que si le marché est en dessous du point pivot central, on va donc mettre des arguments qui est le marché va baisser. C'est ce qu'on a vu ici. Hein. Donc, on était donc en dessous du point pivot ici et on voit que voilà, il y a une baisse. Mais attention, on ne va pas se limiter uniquement là-bas. Il faut donc avoir plusieurs éléments en fait de trouver les bons setups, les bonnes configurations. Alors, je crois que quand même, vous avez donc appris quelque chose. Hein, donc, et puis, avec les analyses, hein, donc, ici, donc, on va se dire ici, les points pivot central a été cassé, donc il n'y a pas d'obstacle ici pour le marché. Donc, la seule obstacle, c'est les niveaux de 1,03. Donc, d'ailleurs, c'est quelque chose qui je dois matérialiser ici. Donc, matérialiser votre niveau H4, les niveaux de 1,03. Vous le mettez juste ici, niveau des 1,03 et tac. Donc, le niveau de 1,03 est juste ici. Donc, regardez que le marché titille beaucoup plus sur mon niveau de 1,03, un niveau que j'ai trouvé sur les H4. Et à part ça, le marché nous fait un Kumo pullback. Hein, c'était juste avant la NFP. Et regardez, après ce Kumo pullback, comme par magie, forte impulsion baissière. Et là, le marché est en train de chercher donc le prochain niveau, qui est le niveau des 1,02. Et puis, regardez ici, donc les 1,02 ici, c'est un niveau psychologique encore une fois, qui correspond à mon deuxième support de la semaine. Donc ça veut dire que le marché a une zone confluente qu'il peut aller chercher. En termes de, voilà, en termes de momentum, hein, on peut regarder que le RSI ici a fait un pic, donc le marché baissait fortement, et à chaque fois qu'on avait un creux sur le marché, donc quand on avait un creux plus bas que les creux précédents, on avait donc le RSI qui suivait, donc le momentum suivait, mais ici, on a donc ces creux, on a donc ces creux qui est plus bas que les creux précédents, mais les creux sur le RSI n'arrivent plus à suivre. Donc on commence à avoir donc une tendance baissière, c'est sûr, c'est aussi que c'est une tendance baissière, mais elle commence à se fatiguer. Et vu qu'elle commence à se fatiguer, ces niveaux ici de 1,0D pourraient être pertinentes. Donc cela veut dire que, tout d'abord, on ne va pas jouer les trades en M15 parce que les trades ne vont pas aller plus loin. On va jouer des petits trades court terme qui vont donc aller chercher les niveaux de 1,0D. Et si le marché casse les niveaux de 1,0D, c'est là qu'on élaborera d'autres scénarios pour aller chercher plus bas. Et à part ça, on ne peut pas laisser filer nos trades. Parce que si vous êtes par exemple au début du mouvement, par exemple ici, vous êtes au début du mouvement, attends, donc je vais vous chercher ça dans les passés. Voilà, donc regardez donc ici, ici donc c'est là. Là, on avait donc une cassure, on avait donc un range qui était fort, on avait une accumulation de volume ici, puis on avait donc la sortie, donc on avait donc ici les fameux Kumo pullback, donc Kumo breakout, pardon. On était donc en dessous, donc il y a une correction de marché, parce qu'il y a une impulsion comme ça, attendez-vous à une correction, et ça, quand vous développez les compétences de l'analyste, vous le connaissez. Il y a donc un rebond qui s'est fait, après cette correction, on sait qu'il y a une autre impulsion qui va se former. Dépendamment aussi de l'analyse stratégique, on time tout dans le temps, les différentes sessions, les différentes news qui vont tomber, etc., etc.
on a la bonne stratégie qui est assez solide, hein. Et donc, après la correction, on est toujours en dessous du point pivot de la semaine. Donc là, il y a donc une cassure ici. Puis, ça a continué à baisser ici. Et on voit que quand on est au début du mouvement, en mouvement, donc un scénario, donc, de notre scénario H4, on peut donc laisser les trades filer. Imaginez donc si on avait un trade en M5 ou en M15 et que les trades tournaient bien. Imaginez par exemple qu'on a trouvé un petit setup court terme M5 ou M15 ici et que ces trades tournent jusqu'à ce niveau ici. Ici, il est par exemple 18h, donc il y a la nuit qui va arriver, on va peut-être 50 ou 60% de notre position et les restes, on les laisse filer. Donc on va donc protéger, donc on va donc manager notre trade. Un trade M15, on va le manager à H1 pour profiter de tout notre scénario qu'on a bien élaboré ici à H4. Donc il faut avoir des scénarios qui sont assez propres pour trouver les trades qui vont être laissés filer plus bas. D'ailleurs, dans mon canal Telegram, je vous ai fait un podcast, je vous ai tout expliqué sur la maîtrise comportementale, quel est le comportement qu'il faut adapter pour réussir. À part ça, si on est toujours ici et que tu n'as pas encore mis un petit pouce bleu sur la vidéo, c'est le moment de le faire, c'est gratuit et ça ne t'écoute rien. Et à part ça, n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne, active la cloche parce que tu apprendras toujours plein de valeurs dans mes vidéos. Alors, ici donc, c'est l'exemple que je voulais te montrer. Donc, maintenant, donc je vais essayer de te montrer comment est-ce que, d'ailleurs, voilà, il y avait une opportunité qu'on a saisie ici récemment. Je vais te montrer comment tu vas faire les liens entre les H4, les H1 et les M15, hein. Donc je vais tout te montrer. Maintenant que tu as fait ton analyse, tu sais que, bon, tu n'as pas de scénario H4, ça veut dire que les mouvements que tu vas chercher, ça va être des mouvements un peu rapides, hein, voire même tu vas rester un peu cash à côté. En fait, de regarder l'amélioration de l'état du marché. Est-ce que le marché va rebondir ici, nous donner des belles scénarios à la hausse, ou est-ce qu'il va casser mon gros range daily pour qu'on puisse avoir des trades, des gros trades qu'on peut laisser filer, etc. Et voilà, avec l'analyse et la stratégie. Donc, c'est qu'ici, en thème stratégique, on va pouvoir donner tout en thème de stratégie parce que ce sont des informations en or. On va donc jouer du scalp, donc on va faire des petits trades on va prendre nos profits très rapidement. On va pas donc les laisser filer le plus loin possible. Alors, donc je vais te montrer ce que j'ai fait cette semaine, hein. Donc c'est un trade que je t'ai partagé dans mon canal Telegram. Donc les premiers liens, donc ça sera les premiers liens en description. Si tu veux donc me suivre au quotidien tous les jours, il y a un lien dans la description où tu vas donc suivre tous mes trades de façon régulière. Donc je vais partager des choses. Et on aura aussi une session de podcasts. Donc on la met là 16 podcasts où je partage beaucoup de contenu, hein. Donc on le fait régulièrement chaque semaine, qu'on peut le faire ici sur YouTube. Donc rejoignez mon canal, encore une fois, c'est gratuit, ça ne t'écoute rien. Plutôt, ça te permettra d'économiser des années d'expérience. Alors, pour te permettre de comprendre ces cheminements qui me fait passer de l'analyste, du stratège et au trader, donc c'est un cheminement que j'ai pas inventé en tout cas, parce qu'on n'invente pas la roue, de toute évidence. Si tu essaies d'inventer des choses, ça va te prendre une dizaine d'années, parce que nous, on n'a pas de dizaine d'années devant nous. On peut réussir très rapidement, d'où l'importance de se former, d'avoir un mentor, une personne qui est déjà passée par là où vous êtes passé, qui va vous donner tous les pièges, toutes les choses, tous les chemins à parcourir pour arriver là où vous voulez aller. Donc c'est ça l'importance de la formation, ça te permet uniquement d'économiser du temps. Si tu fais les recherches par toi-même, tu trouveras les informations, mais ça sera pendant plusieurs années. Donc tu vas perdre plusieurs années. On sait que les temps, c'est de l'argent. Si tu perds un an ou deux, que tu pourrais faire 5, c'est pas, 5% par mois en trading, c'est un coût d'opportunité qui est immense, hein. Donc tu vas perdre de l'argent dans le temps. Donc les coûts d'opportunité est très important si vous êtes un peu calé dans la finance personnelle. Alors, je vais donc revenir un peu cette semaine, dans la semaine qui vient de passer, hein, la semaine du 3. Non, c'était la semaine, non, c'était pas la semaine du 3, attention. Donc, c'était la semaine, voilà, la semaine qui est partie du 6 au 10. Et je vais vous chercher un trade qu'on a pris pour que vous puissiez comprendre l'importance de l'analyse, l'importance des cheminements SCP, en fait que vous ne puissiez pas trader au hasard, en fait que vous puissiez, que chaque trade soit logique. Que vous puissiez faire, vous, votre analyse, regardez mon propre cheminement à moi, comment est-ce que j'ai fait pour trouver des opportunités que je vous partage sur Telegram. Donc, si tu n'es pas encore sur Telegram, il y a un lien dans la description où je partage ce ne sont pas des signaux, hein, je te partage des choses de façon éducative. Mon but est d'éduquer les gens et pas de leur faire gagner de l'argent gratuitement, quoi. Donc, mon but, c'est de vous éduquer et de ne pas de faire gagner de l'argent facilement. Si vous voulez vraiment apprendre, c'est une bonne façon de faire. Alors, on va revenir au trade que j'ai pris, c'était donc les 8 janvier. Je vais te montrer comment est-ce que cette analyse, ce cheminement que je t'ai enseigné ici, m'a aidé à trouver ces bons trades et quelle était la stratégie derrière et pourquoi j'ai pris un TP très rapidement, etc., etc. Donc,
on va passer à l'unité de M15. Donc, on a fait notre analyse. Donc, logiquement, ça a commencé par l'analyse euh, en daily, puis H4. On avait donc le marché qui montait. Donc, vers le 8, on était donc. Non, ça c'était les 6. Donc, les 3 c'était ici. Les 6 c'était ici. On avait une hausse du marché. Puis, il y avait donc les 7 où on avait vu une bougie noire, une bougie baissière, qui a titillé en petite mèche, en pin bar, sur ce niveau ici, que j'ai matérialisé en me disant que tiens, ça sera peut-être ma borne est haute de mon range. Alors, ce qu'on va faire donc, potentiellement, on peut aller chercher mon bas du range. Donc, c'était ça un peu mon scénario, c'était ça un peu mon idée, en tout cas à H4, à minimum. Et puis, les H, non, les H, non, en daily, hein, je dis H4 avant, donc en daily. Donc, en H4, maintenant, qu'est-ce qu'on avait? Donc, on avait donc les niveaux dans 0,2 qui a été pénétré. Hein. Donc, la journée, c'était la journée 17, donc la journée 17, vous avez donc les niveaux dans 0,4 qui est en niveau psychologique qui étaient pénétrés. Hein. Je crois que quand même, vous connaissez vous avez donc une idée de ce que je parle. Puis, donc, mon target était au niveau de 1,03. Je me disais, bah tiens, si le marché vient de pénétrer les niveaux des 1,04, les prochains niveaux, c'est quoi? C'est les niveaux de 1,03. Et en plus de ça, mon scénario ici est qu'on reste à l'intérieur de ces ranges. Parce que les acheteurs vont essayer d'entrer, le vendeur va essayer de se retirer, et on va donc avoir un range potentiel. Donc, ça veut dire que le bas du range, donc mon bas du range ici peut être cherché. Mon bas du range qui équivaut à mon niveau ici des S1, des points pivots. On est donc en dessous du point pivot, on a donc les niveaux des S1, ici des points pivots mensuels, et à part ça, on avait beaucoup d'éléments qui nous disaient que tiens, on peut avoir un mouvement baissier. Attention, là, je n'ai pas des scénarios, mon scénario donc n'est pas un scénario où je dois laisser filer mon trade plus loin. En termes de stratégie, je sais que je dois prendre mes profits très rapidement. Le but n'est pas de chercher les 100, 150 pips, le but c'est de couper très rapidement avec des petits setups M5 et M15, et je vais te montrer tout ça. Puis, on passe sur les H1. Les H1, qu'est-ce qu'on regarde? Donc, on avait toujours donc, les mêmes informations. Et voilà, le but de cette vidéo, c'est pas de vous montrer comment est-ce que j'ai fait, en tout cas, ou de vous expliquer tous les outils que j'utilise. Hein. C'est juste de vous montrer le processus, les processus derrière chaque trade, pour que vous puissiez vous rendre compte que le trading, c'est pas tu ouvres tes graphiques et tu prends directement un trade. Ça commence par une analyse, une stratégie, puis la prise des positions après. Et chaque trade doit être logique. Alors, on avait donc ici la journée, voilà, bon, la journée 18 vers Nevers, donc la journée 17 qui a réintégré les niveaux de 1,03. Bon, je ne l'ai pas matérialisé, mais il est juste quelque part ici, hein, donc il faut le mettre sur les graphes. Bon, on a pénétré donc les niveaux de 1,03, donc des 0,4, pardon, et les targets ici étaient de chercher les 1,03. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Donc ici, en tout cas, le marché n'était pas dans une bonne condition, donc on était un peu net en H4, donc H1, pardon. H1, on était net parce que le marché n'était pas encore sorti de son Kumo, de son nuage. Donc, ça veut dire que là, ici, on ne fait rien, mais là, par contre, ça commence à devenir intéressant. On a donc la Kijun qui est plat, qu'on a une Kijun qui est plat, donc c'est une phase voilà, une phase où le marché serait un peu stable, et après une phase où la Kijun est plat et qu'elle est long, sort une grosse phase d'inclinaison, donc une grosse phase, une grosse impulsion. C'est assez simple comme méthode. Donc quand vous voyez une Kijun qui est plat et qui est long, ok, qui est long, après vous allez avoir donc la Kijun qui va bouger et qui va vous former une tendance qui est forte. Ok, donc là donc ma Kijun, elle me montre donc la dynamique du marché à moyen terme, c'est comme ça qu'on appelle ça avec les élèves. On a donc la dynamique court terme qu'on regarde donc avec la Tenkan, et on a la dynamique long terme qu'on regarde donc avec la SSB ici. Donc c'est toute une leçon derrière pour maîtriser cet indicateur comme un professionnel. Alors, notre target pour la journée, donc ici on était voilà, ici on était donc à 9h juste, donc la bougie ici on était à 9h juste, on avait les petits niveaux ici, des points pivots hebdomadaires qui, donc le marché était en train de la travailler, on se disait bah tiens, si le marché casse à la baisse ces niveaux, à court terme, on va aller chercher mon niveau de 1,03. Donc entre ces deux niveaux ici, vous vous rendez compte, il n'y a pas des niveaux, alors parce que nous on va trader des intervalles. Donc, entre ces niveaux ici et ce niveau là-bas, on va trader ici. Et dépendamment de ce qu'on a analysé, dépendamment de la stratégie globale, on va se dire, bah, tiens, ces niveaux, parce qu'il faut connaître aussi l'importance des niveaux. Donc, il y a beaucoup de choses à connaître. Et c'est pas dans cette vidéo où je peux tout te dévoiler, parce que ça va prendre 10 dizaines d'heures pour tout te dévoiler. Il y a beaucoup de choses. Alors, notre target était au niveau ici, parce qu'il fallait prendre des profits très rapidement, parce que on n'avait pas un scénario, on n'avait pas une forte poussée
à H4 et un daily. Donc il n'y avait pas beaucoup d'intervenants qui allaient pousser le marché vers des niveaux beaucoup plus bas. Alors notre target de la journée était les niveaux de 1,03 et on se disait, bah tiens, si le marché nous forme un beau setup, on va donc aller chercher le 1,03 et on prend le bénéfice et on est tranquille. Et dépendamment de ça ici, je suis donc passé du H1 vers les M15. Donc vous devez savoir que pour moi, une tendance avec Ishimoku, c'est lorsqu'il un, on a donc donc, c'est lorsqu'on a un breakout. Un breakout, c'est lorsque le marché sort du nuage, comme par exemple ici, on avait donc un breakout, on avait là aussi un breakout, ou lorsqu'on a un pullback. Et qu'est-ce qu'on a vu? Donc ça, c'est la journée du 8. On avait donc le marché nous a fait donc un pullback dans les nuages. Ça, bon, c'est les cas classiques hein, que nous travaillons, moi avec mes élèves. Hein. Ça, c'est un Kumo pullback. Mais attention, pour un Kumo pullback, les élèves les savent, on ne peut pas trader un Kumo pullback dans ce contexte. Pourquoi? Parce que la tendance, euh, donc le contexte H1 et a un indice de confiance des deux. Et ces petits secrets, je les garde uniquement pour mes élèves. Donc je ne peux pas les partager gratuitement ici. Mais qu'est-ce qu'on regarde ici? Donc on regarde avec ces Kumo pullback ici à M15. On voit un Kumo pullback à M15, un setup qu'on ne pourrait pas travailler, qu'on ne pourrait pas trader. Parce que ici, les conditions n'étaient pas toutes réunies. Hein. Donc il y a un fiche que j'ai créé pour mes élèves. Hein. Attends, je vais vous les montrer un peu. On a donc tous les outils ici. Donc on a les journaux de trading, manager. On a donc les différentes notes. On a donc l'outil plan de trading. Donc là, il y a les différentes setups de trading avec les différentes règles. Donc il y en a 7 règles. Il y a 7 règles pour chaque setup. Hein. Donc c'est sûr qu'il y en a d'autres règles là en dessous. Les différentes setups, etc. Donc vous avez ici le matrice des décisions. Vous avez aussi l'étoile des traders et l'outil Trader que je n'ouvre pas. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dépendamment du contexte, etc. On savait que le marché va baisser. Mais il ne va pas dépasser les niveaux de 1,03. Parce que le niveau de 1,03, c'était un niveau qui était ici. Attends, donc je vais le matérialiser ici. Les niveaux de 1,03. 1,03 qui est juste ici. Donc vous avez donc les niveaux de 1,03 qui est ici. Donc c'est notre target final. Donc pour notre scénario, on sait que le marché va baisser. Mais pour aller plus bas, il doit d'abord passer par les corps du niveau de 1,03. Alors, donc on avait donc les pullbacks qui étaient ici. Bon, dans ce contexte, on n'allait pas prendre ces setups, même s'il était propre. Hein. En tout cas, je vous l'accorde. Pour les élèves qui l'ont pris, c'était vraiment un cas d'école en quelque sorte. Mais dans ce contexte, il ne fallait pas les prendre comme ça. Donc pour les élèves qui m'écoutent, ça va être en plus à ajouter. Donc je reviendrai peut-être après avec eux dans les groupes privés. Mais ce que vous devez savoir est que on avait donc ces setups, mais les contextes n'étaient pas OK. Les contextes n'étaient pas bons parce que pour trader ces setups, les élèves les savent, hein, il faut 2 ou 3 éléments que je ne mentionnerai pas ici. Donc ici on avait donc les points pivots hebdomadaires, donc les points pivots journaliers. Donc les H4 avec les points pivots mensuels, les H1 avec les points pivots hebdomadaires et les M15, les M15, les M15 et les M5 avec les points pivots journaliers. Et faites ça, vous avez déjà tout explosé. Qu'est-ce qu'on regarde ici? On est donc en dessous du point pivot journalier, donc la ligne bleue. Donc ça veut dire que le marché a beaucoup plus de chances d'aller à la baisse qu'à la hausse. Ok, les trading c'est des probabilités. Donc on essaie de mettre les probabilités de notre côté. Mais attention, on ne s'est pas limité ici. Peut-être que le marché va baisser ici jusqu'à là. Donc c'est autour de ces niveaux ici des points pivots. Donc pour aller chercher les 1,03, il doit devoir passer sur les corps du niveau des 1,04. Ça serait absurde de voir le marché rebondir ici et remonter, donc taper le niveau ici et ne pas aller taper le niveau là, parce que ça va taper un niveau technique et ça va aller droit, le plein droit de remonter. Alors nous ce qu'on fait est que notre TP, on ne va pas les mettre ici au niveau de 1,03, on le met ici autour des niveaux de 1,0304. C'est assez logique. Donc mettez vos stop loss sur des niveaux techniques et vos targets sur des niveaux techniques grâce à une analyse. Mais attention, mon trade, je ne l'ai pas exécuté à M15, je l'ai exécuté à M5. Et vous allez comprendre pourquoi. Attends, on remonte vers les 8. Donc ça, c'est les 8. Qu'est-ce qu'on a vu? Donc on avait donc vu ici un Kumo pullback. Là, on a un Kumo breakout. Donc le marché sort du nuage et tout et tout. C'est assez basique et simple. Il y a d'autres éléments qui entrent en compte et tout et tout. On est à l'ouverture de la session du matin. Il n'y a pas de secret. Je vous donne tout ici. Je vous donne tout ici. Et ici, donc, on a donc la bougie ici. Qui a clôturé donc ici en dessous. Il y avait donc plusieurs éléments qui entraient en compte pour ces setups. Les élèves de ma formation savent comment est-ce qu'on exploite ces setups, hein, parce qu'il y a plusieurs choses à connaître ici. Et je ne dévoilerai pas tout ici. En tout cas, ça sera, si je dévoile tout, ça sera beaucoup plus long. D'ailleurs, c'est déjà long.
Avec ces étoiles, donc on est entré ici en stop loss juste au-dessus, c'est un niveau technique, un niveau assez fort, un niveau technique. On a donc juste ici que, voilà. Bon, on avait donc un niveau technique qui était ici, on a placé notre top. Donc, on avait donc les trades qui étaient, on avait donc entré ici, un stop loss juste 10 pips au-dessus. Je me souviens pas des niveaux que j'avais pris, mais c'était 10 pips au-dessus. Donc, trade d'entrée ici, stop loss autour de 10 pips. Voilà. Stop loss, c'est autour de 10 pips. Donc, allez dans le Telegram, vous trouverez ces trades, le prix d'entrée, les prix d'entrée, les prix de sortie pour les personnes qui sont plus curieux. Puis, on était donc rentré ici, et vu qu'on avait donc un trade qui était un trade M15, on a donc managé notre trade comme si on tradait en trade en M15. Mais notre target était le prochain niveau de résistance, donc de support, pardon, qui était ici. Donc, trade exécuté, donc trade pris ici, management M15, et puis donc le marché a chuté, bon, au fur et à mesure que le marché chutait, on baissait notre stop loss, hein, parce que nous, on n'entrait pas dans un trade, et puis on les laisse filer, on croise les doigts, non? C'est du travail derrière, on bosse, on manage l'autre trade, etc. Donc on a managé le trade petit à petit, donc on a managé le trade, on a baissé les stop loss jusqu'au niveau où le marché a atteint notre TP à ce niveau ici, et on a encaissé 3.7 R de profit. Donc 3.7 TR de profit encaissé ici. Attends, donc je vais faire un petit dessin pour que ça soit un peu plus clair. Donc, je récapitule. On avait donc ici l'entrée. On avait donc les stops quelque part ici. Ok. On avait donc le management qui était fait progressivement. Bon, attends, je vous dévoile tout parce que cette vidéo, ça sera l'unique, mais ça ne reviendra plus. Hein. Donc, ça sera un masterclass où je vous apprends comment est-ce que j'ai trade. Donc, on avait donc le management qui a été fait en suivant les nuages. Donc, chaque fois que les nuages baissaient, on baissait notre stop loss. Donc, un management qui est moins agressif. Donc, chaque fois que ça baisse, on baisse notre stop loss. Mais vous allez vous dire, bah, tiens, ça. Donc, ici, à ce niveau ici, on avait donc différents cadrages dynamiques. Il y a beaucoup de leçons à comprendre, notamment les différents cadrages, les cadrages B, les cadrages A, les cadrages C, les cadrages D, etc. Il y a énormément de choses à comprendre ici. Et les targets étaient ici, chose qui nous fait donc clôturer notre trade avec 3.7 R des profits. Parce qu'on risquait ça ici et on a gagné tout ça. Donc c'est ça au fait. Si vous voulez vous aussi trader comme moi et apprendre comment est-ce que j'ai trade au quotidien, il y a donc un lien dans la description, ce sera le premier lien qui va donc vous amener à mon canal Telegram pour me suivre quotidiennement parce que je partage des contenus très éducatifs et riches en informations chaque semaine plutôt que ici où je partage, donc pas chaque semaine, chaque jour. Voilà, c'est plus pratique, c'est plus rapide par rapport à ce qu'on peut faire ici sur YouTube. Je crois que la vidéo vous a plu. Encore une fois, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Ça permettra à l'algo YouTube de proposer ma vidéo à d'autres personnes qui, pour eux aussi, ça va être utile. En tout cas, si ça a été utile pour vous. Et à part ça, mettez un commentaire sur les vidéos que vous voulez. Donc, les choses que vous voulez que je vous apprenne encore plus. Et je serai heureux de vous apprendre des choses. Alors moi, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, le premier lien dans la description, c'est les liens où vous pouvez me trouver sur mon Telegram. Vous allez être en contact avec moi jour après jour et apprendre beaucoup plus des choses jour après jour avec moi. Et à part ça, toutes les semaines, il y a un podcast sans faute. Chaque semaine, podcast où je vous apprends des choses qui sont basées sur mon expérience personnelle ou sur des choses que j'ai appris qui vont vous permettre d'avancer et de réussir. Donc les liens en description, le premier lien en description, c'est celui de mon canal Telegram. Et n'oubliez pas, la petite pouce bleu, ça fera plaisir. Les petits commentaires et la chose que vous voulez qu'on en discute encore, si vous voulez que je vous apprenne beaucoup plus de choses, comment est-ce que j'utilise Ishimoku, je vous le ferai. Si vous voulez que je vous apprenne comment faire l'analyse technique, je vais vous faire une autre vidéo. Donc, aidez-moi à trouver des idées de vidéos dans la description. Ça me fera plaisir. Et à part ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être toujours en contact avec moi. C'était les spéculateurs. Ciao.